Cette procédure qui consiste à s'organiser pour descendre à Kinshasa. Une chose que les Congolais doivent bien comprendre. Au niveau de la diaspora, du combat que nous menons, nous ne sommes pas des opposants. Le problème maintenant de l'opposition dite institutionnelle, nous l'avons remarqué, c'est de devenir calife à la place du calife. L'opposition démocratique face à de tels individus, ce serait mettre la vie du peuple congolais en péril. Et donc, ils ne nous ont pas écoutés malheureusement. Et c'est pour ça que nous avons assisté à toute cette tuerie qui parle avec ce que vous êtes en train de soutenir en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas continuer dans ce sens. Vous voyez la différence entre le combat de la diaspora et le combat de l'opposition. C'est que dans la Pareco, les femmes et les hommes capables, ils sont là, ils existent. Cette relève, elle est là. Mais vous avez un homme qui est en train de mettre tout ça de côté et qui veut rester au-devant. C'est pour ça que nous disons non, 3 fois non dans l'Isanga au culte de la personnalité. Il faut que vous sacrifiez votre vie pour que le Congo puisse accéder à ces bien-être. Serez-vous prêt à le faire? Oui. Il y a quelques jours là, on a connu une mobilisation quand même forte de la population qui est descendue sur les rues, où il y a eu des bombes, il y a eu des bavures. Alors, vous en tant qu'acteur politique, quelle est votre analyse par rapport à ces événements? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir reçu, de m'avoir invité, d'avoir demandé à ce que nous nous rencontrions. Vous savez, nous sommes de la diaspora et nous avons déjà un discours. Nous ne réagissons pas en rapport avec les événements tels qu'ils se passent à Kinshasa à un moment T de l'histoire. Mais nous sommes, comme je vous l'ai dit en lumière, dans un discours, nous sommes dans une démarche, dans une stratégie qui consiste à mobiliser, à conscientiser, à sensibiliser, à informer les Congolais, les premiers concernés, sur tout ce qui est en train de se passer chez nous en République démocratique du Congo. Donc ce travail, nous l'avons fait au niveau de la diaspora, il a porté ses fruits. Et je pense que les ponts qui se sont créés entre la diaspora et les Congolais qui sont restés... Vous voulez parler des opposants Non, je parle du peuple. Je parle du peuple en général. Donc les ponts qui se sont créés entre les combattants au niveau de la diaspora et nos compatriotes qui sont restés au pays ont fait qu'aujourd'hui, au niveau de la République démocratique du Congo, les nôtres commencent à comprendre aussi ce qui est en train de se passer. D'où ce que vous avez vu, cette mobilisation qui a été une réussite, on peut dire. Malheureusement, on le regrette, on le déplore. Il y a eu des morts, comme vous l'avez dit, il y a eu des bavures, il y a eu des arrestations arbitraires. Cela, nous le mettons sur le compte du pouvoir en place, de la majorité en place. Et une autre chose que je déplore aussi, c'est que nous avions prévenu les opposants, l'opposition dite institutionnelle, ou du moins les acteurs de cette opposition. Nous leur avions dit que, étant donné que notre pays est dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement, nous ne pensons pas qu'il soit bienvenu d'exercer une opposition démocratique dans un pays qui est entre les mains de la mafia internationale, incarnée par celui qui se trouve aujourd'hui à la tête de nos institutions, parce que c'est un criminel notoire, avéré. Les preuves sont là, hein, tous les Congolais le savent maintenant, et nous les avions prévenus que exercer une démocratie, une opposition démocratique face à de tels individus, ce serait mettre la vie du peuple congolais en péril. Et donc, ils ne nous ont pas écoutés malheureusement. Et c'est pour ça que nous avons assisté à toutes ces tueries qui ne font que nous donner. Avez-vous déjà pensé dans le cadre de votre stratégie descendre sur le terrain, soit faire alliance directement sur le terrain avec cette dite opposition pour mener le combat? Une chose que les Congolais doivent bien comprendre. Au niveau de la diaspora, du combat que nous menons, nous ne sommes pas des opposants. Moi qui vous parle, je fais partie de la résistance. Donc en tant que résistant, je n'accorde aucune légitimité, aucun crédit au système tel qu'il se trouve actuellement en République démocratique du Congo. Et faisant, je ne reconnais pas non plus les hommes qui incarnent ces institutions. Donc la majorité au pouvoir, l'opposition, pour nous autres résistants, ce n'est pas notre affaire. Mais pourtant, vous faites quand même confiance à cette opposition dite institutionnelle? Disons que nous considérons que nous n'avons pas la science infuse. Cette opposition, elle est en train de se comporter telle qu'elle se comporte actuellement. Et nous leur avons dit, nous le faisons comprendre à tous les Congolais, que nous avons un chef. Lorsque nous travaillons, nous ne travaillons pas par rapport à cette opposition. Lorsque nous travaillons, nous ne travaillons pas par rapport à la majorité au pouvoir. Nous, lorsque nous travaillons, nous soumettons tout ce que nous faisons
tout ce que nous disons à l'appréciation du peuple congolais souverain. Quels sont justement les points que vous avez ici avec cette population pour laquelle vous militez alors? Je ne vais pas vous donner des détails parce qu'au niveau de la résistance, dans le combat que nous menons, dans notre stratégie, nous évoluons aussi sous le sceau du secret. Pourquoi? Parce que nous faisons aussi attention à ce que la vie de nos compatriotes ne soit pas menacée directement au Congo. Donc nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour rentrer en contact avec eux et pour mettre en place certaines choses qui feront que demain, nous espérons, du moins c'est pour ça que nous nous battons, que les événements vont connaître une autre tournure. Alors dans le cadre de vos activités politiques ici en Occident, avez-vous pensé mener des actions par rapport aux exécutions sommaires qu'il y a eu les 3 derniers jours au Congo? Pensez-vous vous saisir de l'affaire pour les porter à la juridiction internationale? Vous savez, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes dans des pays d'accueil qui sont des pays de grande démocratie, des pays où les droits de l'homme sont respectés. Donc évidemment, avec d'autres, nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour dénoncer tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, en faisant comprendre aux puissants de ce monde qu'en rapport avec leur discours droit de l'homiste dont nous sommes totalement imprégnés, nous considérons qu'avec la République démocratique du Congo, il y a une politique du 2 poids, 2 mesures qui est absolument inacceptable. De quel sens? Donc nous faisons un travail dans ce sens-là. Prenez un exemple qui s'est passé ici récemment, douloureux, l'exemple de Charlie. Vous avez vu, la France, on peut le dire, elle a été attaquée. Vous avez vu que il y a eu des crimes qui ont été commis contre des innocents. Vous avez vu comment le peuple français s'est mis debout pour dénoncer tout cela. Et vous avez vu comment nous autres Congolais, nous avons été solidaires avec le peuple français. Mais ces événements de Charlie que nous dénonçons et qui nous ont profondément choqués, nous les vivons à Kinshasa. Nous les vivons sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors nous aimerions aussi, et c'est le travail que nous faisons, que les autorités dans nos pays d'accueil comprennent qu'il arrive aussi un moment qu'elles aussi se disent « nous sommes aussi la République démocratique du Congo », comme le peuple congolais a dit à un moment « nous sommes tous Charlie », en se sentant concernés par ce qui était arrivé lors de ces événements effroyables. Il y a eu des répercussions, M. Bella, par rapport aux événements qui se sont déroulés à Kinshasa, ici en France, pays où vous êtes résident, le 24 janvier dernier. Qu'en pensez-vous? Effectivement, comme je vous l'avais dit, vous savez, nous ne faisons pas partie de l'opposition, et lorsque l'opposition a organisé, l'opposition institutionnelle a organisé, du moins les acteurs de cette opposition, les acteurs principaux de cette opposition, ont décidé d'organiser cette marche. Nous, au niveau de l'Isanga, nous étions sceptiques. Pour la simple et bonne raison, comme je le dis tout le temps, c'est devenu une répétition. On n'exerce pas une opposition démocratique face à des criminels. Pourquoi? Parce qu'ils vont réagir comme des criminels réagissent. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple a manifesté certaines revendications. Le peuple a manifesté son désaccord, sa désapprobation totale quant à la modification de la Constitution, notamment concernant ce fameux article qui pourrait permettre à M. Joseph Kabila de se représenter pour un troisième mandat. On reviendra par rapport à cet article-là, vous donnerez votre impression. Donc, on a demandé au peuple congolais de descendre dans la rue. Mais non, nous avions dit non, c'est pas la peine. Parce que vous regardez qui c'est qui a été froidement abattu. C'est le peuple. Il n'y a eu aucun homme politique de l'opposition qui a été abattu lors de cette manifestation-là. Ni leurs enfants. Ni leurs enfants, ni leurs proches, personne. C'est le peuple congolais qui a été touché, qui a été meurtri, qui a été endeuillé. Des événements qui nous donnent raison lorsque nous disons qu'on n'exerce pas une opposition démocratique face à des criminels. Des criminels, on les interpelle, on les arrête, on les juge selon la dureté de la loi, qu'elle soit nationale ou internationale. Vous parlez du jugement. Qui est-ce qui peut exercer ce jugement-là? Est-ce que vous pensez à la CPI ou à toutes les institutions judiciaires internationales et nationales, bien entendu, parce que demain, les choses changeront. Demain, ceux qui auront commis des crimes, de quelque nature que ce soit, contre le Congo et le peuple congolais, rendront compte de leur forfait. Ça, c'est une évidence. Alors, revenons par rapport à la marche, la mobilisation.
quelle analyse faites-vous par rapport à ces jeunes, tous ces Congolais qui sont descendus spontanément dans la rue? Qu'est-ce qu'on peut, quel a été le message en fait? Qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui? Vous savez, vous avez remarqué une chose, hein? Au niveau de la diaspora, nous ne sommes pas descendus dans la rue lorsque nous avons entendu que M. Joseph Kabila et son clan, sa bande, allaient tripatouiller la Constitution. À la rigueur, on s'en foutait. Nous sommes descendus dans la rue lorsque le peuple congolais, lorsque nos compatriotes ont été massacrés. C'est l'élément déclencheur qui a fait que vous avez vu toute cette population qui est descendue, qui a battu le pavé dans les rues de Paris. Et notre grande satisfaction, je le disais en liminaire, c'est de voir toute cette jeunesse qui a pris la relève, qui est venue avec un nouvel engouement, avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle énergie pour faire comprendre et à M. Joseph Kabila, on va l'appeler comme ça pour la compréhension, comme je le dis tout le temps, et aussi, bien entendu, à tous ceux qui le soutiennent au niveau de la communauté internationale, que nous ne voulons plus de ce système. C'est pas que nous ne voulons plus de ce monsieur. C'est pas que nous ne voulons plus de la majorité, ni même de l'opposition. Vous ne voulez pas de Kabila, vous ne voulez pas de système. Nous ne voulons plus du système qui l'incarne. Nous ne voulons plus de cette politique du 2 poids 2 mesures en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Nous faisons comprendre aux grands décideurs de ce monde, aux puissants de ce monde, qu'ils soient politiques, économiques, médiatiques, peu importe, que cette façon de faire que les choses se passent comme elles se passent aujourd'hui en République démocratique du Congo, où on utilise des nègres de service pour faire le sale boulot, nous n'en voulons pas. Cette façon qui consiste à faire que le Congo soit administré sur base de mensonges, nous n'en voulons pas. Cette façon qui consiste à permettre que, au niveau de nos institutions, siègent des personnes qui sont incompétentes, qui sont incapables de faire que le peuple congolais puisse jouir des richesses de son sol à l'intérieur et à l'extérieur du Congo, nous n'en voulons pas. Voilà, c'est ce que le message que nous sommes en train de faire passer. Et je dirais même, j'irai même beaucoup plus loin, M. Pouloulou. C'est ça notre combat. Notre combat, ce n'est pas Joseph Kabila, nous n'avons que faire de lui. Il ne représente rien du tout. Nous savons que c'est un pantin qui est entre les mains de tous ces Congolais. Là, vous avez dit quelque chose d'intéressant, se battre contre les grands de ces mondes. Avez-vous déjà pensé ou songé dans le cadre de l'Isanga à vous émanciper de ces systèmes, aussi bien sur le plan politique qu'économique et éducationnel? Mais bien sûr, c'est notre discours. Nous devons changer de mentalité, nous autres Congolais, parce qu'après avoir dénoncé tout ce que nous sommes en train de dénoncer, nous disons que nous avons aussi notre part de responsabilité, nous autres Congolais, dans tout ce qui arrive à la mère patrie. Nous devons changer de mentalité. Voilà, donc nous devons faire les choses d'une certaine manière pour que tout le travail que nous abattons puisse répondre aux attentes du peuple congolais souverain dans un premier sens, c'est nous qui lui indiquons la route à suivre. Mais attention, nous voulons aussi maintenant, après avoir mobilisé, conscientisé, sensibilisé, informé, nous voulons convaincre nos interlocuteurs, qu'ils soient congolais ou étrangers, que nous sommes les bonnes cartes sur lesquelles il faut miser pour que les choses changent en République démocratique du Congo. Non pas sur lesquelles il faut miser, mais sur lesquelles on peut miser. Parce que nous ne voulons pas être une alternance au pouvoir, exercer le pouvoir pour remplacer ceux qui sont là aujourd'hui et faire de telle sorte que le système perdure. Ça ne nous intéresse pas du tout. Mais nous voulons être une nouvelle alternative, vivre la politique autrement, faire les choses de telle manière que nous puissions apporter notre pierre à la bonne avancée du Congo, tout d'abord, mais bien entendu du monde en général. Alors, revenons un peu sur les événements qui se sont déroulés le 20. Donc, pour ne pas vous couper, l'opposition telle qu'elle s'exerce là, c'est une opposition, pour moi, que je considère comme étant irresponsable. C'est une opposition incompétente. C'est une opposition qui brille par une médiocrité sans pareil dans toute l'histoire du Congo et même au-delà dans toute l'histoire de l'Afrique. Quant à la majorité au pouvoir, je l'ai bien dit, elle aura à rendre des comptes des crimes qui ont été commis contre la nation. Et pourtant, c'est cette opposition-là même qui revendique aujourd'hui cette mobilisation qui s'est déroulée. Oui, bien sûr, elle revendique cette mobilisation, mais je leur pose une question à cette opposition. Et je pose la question aux Congolais. Qui c'est qui est tombé sous les balles de Joseph Kabila et de ses nervis? C'est l'opposition ou c'est le peuple congolais? Qu'on me donne la réponse. Si c'est le peuple congolais, alors, nous le disons, on n'exerce pas d'opposition démocratique face à des criminels, face à des génocidaires, face à des assassins. Alors là, et c'est là quelle est la responsabilité de... C'est là où se trouve la responsabilité de l'opposition. Et justement là, tout le monde maintenant essaie de tirer la couverture de son côté, dire que c'est moi qui ai réussi à mobiliser le peuple et ainsi de suite. Mais alors, quant à vous ici dans la diaspora,
on entend aussi quelques leaders de la résistance ou de l'opposition, je ne sais pas comment appeler ça, qui essayent de se revendiquer quand même quelque chose par rapport à ces événements-là. Qu'en pensez-vous dans le cadre de l'islam? Je dis que c'est déplorable. Je dis que c'est déplorable. Il ne faut pas se servir du sang du peuple congolais comme d'un tremplin. Ça, il faut arrêter avec cette manière de faire, et ce sont des procédés que nous dénoncerons au niveau de l'islam. Nous, ce que nous disons au niveau de la diaspora, c'est que nous avons un discours, c'est que nous avons fait un travail, nous avons une démarche, une stratégie. Nous devons capitaliser, nous autres, la diaspora, le travail qui a été abattu durant toutes ces années. Capitaliser ce travail au profit, au bénéfice de ce discours que nous tenons en faveur du peuple congolais, au profit de cette mentalité qui est la nôtre, parce que nous le disons, nous le faisons comprendre. Nous avons au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Voilà ce qu'il y a au centre de nos préoccupations. Or, lorsque vous regardez, prenons le système qui est en place aujourd'hui en République démocratique du Congo, prenons la majorité au pouvoir. Quel est son souci premier? C'est de se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir pour ne pas avoir à rendre compte de ses actes, de sa forfaiture face à la justice nationale et internationale. Voilà pourquoi il s'accroche, Joseph Kabila et sa bande. Le problème maintenant de l'opposition dite institutionnelle, nous l'avons remarqué, c'est de devenir calife à la place du calife. Mais le système tel qu'il est là, qui c'est qui le combat? C'est la diaspora. Donc la véritable opposition à ce système est incarnée par la diaspora. Donc la diaspora doit prendre ses responsabilités et la diaspora doit s'assumer. C'est très important, M. Poulou, parce que j'estime une chose, excusez-moi, je vais continuer sur cette idée parce qu'elle est très importante. J'estime qu'il y a quelque chose de très important. Au niveau de la diaspora, les hommes, les femmes, je veux dire les hommes avec un grand H, compétents, capables, soucieux du pays, soucieux du peuple congolais, honnêtes, patriotes, ces compétences, elles existent, elles sont là. Et moi, j'appelle justement à toutes ces personnes qui seront tout à fait capables d'administrer demain le Congo, je les appelle à prendre leurs responsabilités et à s'assumer au niveau de la diaspora. Nous ne sommes pas des opposants, nous n'avons pas l'effectivité du pouvoir, mais nous incarnons une nouvelle alternative. Nous autres, au niveau de la diaspora, alors assumons-nous. Alors, j'allais dire, vous, dans le cadre de l'Isanga, qu'est-ce que vous préconisez si le combat contre le pouvoir de Kinshasa se passe avec la diaspora? Dans le cadre avez-vous déjà pensé, on en a peut-être parlé déjà, pensé à retourner sur le terrain? Parce que ces discours-là, on l'entend souvent lorsqu'on s'exprime sur Internet, à gauche, à droite, on nous dit « Ah ben voilà, vous parlez parce que vous êtes loin. » Est-ce qu'avez-vous songé à descendre sur place, mêler les combats sur place? Et bien sûr, c'est une évidence. Vous savez, nous avons fait un travail d'abord au niveau de nos pays d'accueil. Pourquoi? Parce que nous avons profité des structures, j'utilise bien le mot, hein, le terme est bien utilisé haïtien, profiter des structures qui sont mises en place dans nos pays d'accueil et qui nous permettent de nous exprimer. Parce que nous savons que nous sommes dans des pays où les droits de l'homme et du citoyen sont totalement respectés. Donc nous avons profité de cela pour faire le travail que nous avons fait depuis de si longues années. Maintenant, il est évident, je vous le disais en liminaire, qu'il convient maintenant de créer des ponts. C'est ce que nous sommes en train de faire là présentement avec nos compatriotes qui sont restés à Kinshasa. Pour faire une révolution. Pour que nous évoluions. Pour que nous évoluions. Je m'arrêterai là parce que vous savez que, je le dis d'ailleurs tout le temps, dans le cadre de la résistance, nous évoluons sous le sceau du secret. Donc nous faisons un travail pour évoluer dans notre combat, dans notre stratégie, dans notre démarche. Je m'arrêterai là. Maintenant, il est bien évident qu'une fois que ce travail aura abouti, nous allons descendre à Kinshasa. Parce que je me rends compte qu'actuellement, et je pense que tous les observateurs, c'est la finalité, nous devons descendre à Kinshasa et c'est ce que je dis lorsque, c'est ce qu'il faut comprendre lorsque je vous dis que nous devons prendre nos responsabilités et nous assumer. Ça ne va pas être à 8000 km. À mon avis, les combats de la diaspora, les combats de la rue, ça a déjà gagné parce qu'on a vu la mobilisation partout, mais
manque la touche finale. Tout à fait. Je ne dirais pas que ce combat est gagné. Je prendrai l'exemple. Je prendrai l'exemple de la nourriture que vous venez de préparer. Vous ne la mangez pas maintenant, mais vous n'allez pas la laisser non plus refroidir. Il faut la laisser au chaud. Il faut garder cette nourriture au chaud. Comme on dit, donc ce combat, laisser mijoter. Donc ce combat-là de mobilisation, de conscientisation, ça il faut le continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Maintenant, concomitamment, en parallèle, nous prenons nos responsabilités pour venir, nous rentrons dans cette démarche, dans ce procédé, dans cette procédure qui consiste à s'organiser pour descendre à Kinshasa. Parce qu'une chose que la majorité au pouvoir doit se dire, tout comme l'opposition, il faut qu'elle se dise cela aussi, nous avons bien compris qu'ils sont en train de s'organiser pour que le système perdure afin qu'ils continuent à bénéficier des avantages que leur procure ce système. Et la majorité et l'opposition en place. Je dirais et la majorité et l'opposition. Vous rejetez tout le monde là. Nous disons, faites ce que vous avez à faire, le peuple congolais voit. Nous faisons ce que nous avons à faire, nous allons faire ce que nous devons faire, et le peuple congolais voit aussi. Donc tout ce que nous faisons les uns et les autres est soumis à l'appréciation du peuple congolais. Or ce peuple aujourd'hui n'est plus du tout de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Et demain les choses changeront. C'est une évidence. Vous savez, lorsque le vent de l'histoire s'installe, il balaie tout sur son passage et on remet les compteurs à zéro. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le feu président Mobutu. Aujourd'hui, où se trouve son système? Où se trouvent les hommes forts de la dictature sous Mobutu? Ils sont où? Lorsque le vent de l'histoire arrive, il balaye tout et c'est un autre système qui se met en place. Malheureusement, le système qui s'est mis en place et contre lequel nous luttons aujourd'hui n'est qu'une continuité du précédent, mais en pire. Et donc là, maintenant, nous voudrions que les choses changent. Monsieur Ménard, revenons un peu sur les événements à Kinshasa. Nous voulons avoir votre expertise, votre explication en tant que politicien. Au cas où certains des compatriotes se poseraient encore la question, il y a eu cette mobilisation-là par rapport à cette loi, la LDA 8, quelque chose comme ça, qui a été retirée. En tant que politicien, c'était, à supposer que c'était un combat véritable, est-ce que ce combat-là, vous le considérez comme gagné, perdu ou en cours d'aboutissement? Non mais déjà il y a quelque chose, moi qui, lorsque j'observe ce qui se passe en République démocratique du Congo, n'eût été les millions de morts, les millions de victimes, tous ces martyrs que nous avons, je vous assure, j'éclaterais de rire, tellement les choses sont ridicules. Mais attendez, pour gérer un pays, qu'est-ce qui gère quelles sont les lois qui permettent de gérer un pays? C'est la Constitution. La Constitution, c'est l'ensemble des lois qui s'imposent sur tout individu, quelle que soit sa position sur l'échelle sociale. La Constitution. Et dans ce pays, vous remarquerez une chose, malgré que cette Constitution ait été faite sur mesure, taillée sur mesure pour celui qui siège aujourd'hui à la tête de ces fameuses institutions, elles sont constamment bafouées, bâclées, tripatouillées, tout ce que vous voulez. Donc on continue dans la médiocrité. Maintenant, je dis une chose, se servir du peuple congolais comme d'un tremplin pour assouvir certains agendas cachés, Isanga dit non et se posera toujours contre ce genre de procédé. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé encore cette fois-ci avec cette histoire de tripatouillage. Vous pensez à quelqu'un en particulier par rapport à ceux-là qui veulent se servir justement du peuple pour... Tous ceux qui incarnent ce système. Moi, je n'aime pas ramener les grands problèmes du Congo, les énormes problèmes du Congo sur des noms d'individus. Je dis tout simplement toutes les personnes qui incarnent ce système-là et qui représentent les institutions actuelles. Vous savez, lorsque vous entendez le président Barack Obama qui dit que pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique soit considérée, nous n'avons pas besoin d'hommes forts, nous avons besoin d'institutions fortes. Mais il y a quelque chose que les Congolais ne comprennent pas. Non, il faut savoir lire entre les lignes. Pour avoir des institutions fortes, des institutions de qualité, c'est directement lié aux hommes. Il faut que les hommes aussi soient des hommes de qualité, puisque ce sont les hommes qui composent ces fameuses institutions. Or, si déjà au niveau du microcosme politique congolais, vous avez des hommes avec un grand H, qui brille par une médiocrité jamais constatée ailleurs. Comment voulez-vous que les institutions soient fortes? Monsieur Ménard, vous écoutez, en tout cas j'espère que si jamais vous arrivez à prendre leur place, que vous ferez vraiment mieux.
Nous ne cherchons pas à prendre leur place. Ça, il faut que ce soit aussi quelque chose que les Congolais comprennent. Nous ne cherchons pas à prendre leur place. Nous voulons que, au Congo, nous voulons que les Congolais se réapproprient leur destin. Que le peuple congolais recouvre sa souveraineté. Qu'est-ce qui manque selon vous encore et ensuite, une fois que ce peuple a retrouvé sa souveraineté, qu'il confie les clés du pouvoir aux personnes, aux dignes filles, aux dignes fils, qui sont connus maintenant au niveau de la diaspora. Vous savez comment je compte énormément sur la diaspora, pour que les personnes qui auront été élues, qui auront été choisies, désignées par le peuple souverain, puissent faire leur travail. Ces personnes qui ont au centre de leurs préoccupations l'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais, et qui sont une nouvelle alternative à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour que ceux qui sont là dégagent et pour que nous venions nous installer à leur place. Il est bien évident que vous comptez sur la diaspora. Ben, cette diaspora-là, pour vraiment mener ce combat, c'est sur place, sur le terrain qu'il faut mener ces combats. Vous ne nous avez pas répondu à la question de savoir si la mobilisation impulsée par la dite opposition est une réussite, un échec ou un cours d'aboutissement. Qu'est-ce que l'opposition a fait? L'opposition, elle a dit aux Congolais, peuple congolais, regardez ce qui se passe. Cette opposition qui veut devenir calife à la place du calife. Elle a dit, regardez ce qui se passe. Celui qui est là actuellement à la tête des institutions, qui est là à la tête de l'État, veut se maintenir à la tête de l'État. Or, s'il reste là, nous ne pourrons pas le remplacer. Voilà le message de l'opposition. Le message n'a été que celui-là. Or, nous, notre message, c'est quoi? Notre message, il est beaucoup plus global. Nous disons au peuple congolais, regardez ce que l'on est en train de vous imposer. Tout ce qui se passe au Congo est basé sur du mensonge. Vous ne pouvez pas accepter cette façon de faire. Et en même temps que nous nous adressons au peuple congolais, en mobilisant, en conscientisant, en faisant le travail que nous faisons, les conférences, des marches, des sittings, etc., nous parlons aussi aux puissants de la communauté internationale. Et nous leur disons, le discours droit de l'homiste que vous tenez dans vos propres pays, dans lesquels vous nous avez accueillis, dans lesquels nous avons évolué, ne correspondent pas avec ce que vous êtes en train de soutenir en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas continuer dans ce sens. Vous voyez la différence entre le combat de la diaspora et le combat de l'opposition. Voilà où se Alors, pour finir notre interview, M. Bella, comment se porte l'Isanga? L'Isanga se porte très bien, merci. Nous sommes en train de nous agrandir. Vous savez, l'Isanga, nous sommes aussi dans une certaine philosophie qui consiste à faire que les différentes structures qui regardent dans la même direction, nous sommes différents. Hein. Moi, je dis que c'est bien, nous sommes différents chars de combat, nous avons différentes façons de travailler, mais nous avons une chose, un trait d'union qui nous unit très fort, c'est que nous regardons tous dans la même direction pour le Congo et pour le peuple congolais. À partir de ce moment-là, je pense que si nous arrivons à nous respecter les uns les autres, nous pouvons maintenant converger les uns vers les autres et trouver des méthodes, mettre en place prendre certaines dispositions qui feront que les uns et les autres, nous avancerons encore beaucoup plus loin dans notre combat. Voilà l'esprit l'Isanga. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois des Congolais qui se réunissent et qui font un travail, je dis, ah, voilà l'esprit l'Isanga. C'est ça l'Isanga. Alors l'Isanga, c'est ça l'Isanga. Alors, vous êtes quand même un ancien cadre de la Pareco. Oui. Et que pensez-vous justement des sorties médiatiques du leader de ces partis? Écoutez, concernant la Pareco, je veux être clair, net, précis, comme ça on va cesser de tournoyer autour du pot. La Pareco a un discours excellent. Je suis imprégné, moi, de ce discours. Hein. D'ailleurs, il y a des Congolais qui me voient qui m'ont suivi depuis que je suis dans la Pareco jusqu'à maintenant. Et même avant d'être dans la Pareco, j'étais avec le pasteur Moké dans sa structure, à l'église Arche de Paix, où nous avions mis en place aussi certaines choses pour défendre le pays. C'est le pasteur Moké qui m'a fait rentrer dans le combat. C'est pas la Pareco, mais bon, ça c'est une petite page que je referme tout de suite. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils me disent? Nous avons vu que depuis que tu es rentré dans le combat, jusqu'à présent à la tête de l'Isanga, tu n'as pas changé. Tu tiens le même discours, tu fais le même travail et tu as cette constance-là. Je dis, ben voilà. Pourquoi? Parce que je suis totalement imprégné de ce discours et je le porte loin. Je l'ai porté très loin pendant presque une dizaine d'années au sein de la Pareco. C'est pas parce que j'ai quitté la Pareco que maintenant ce discours, je vais l'envoyer balader. C'est pas possible. Ou alors il y a quelque chose qui ne marcherait pas quelque part. De quel discours il s'agit? Ce discours qui consiste à qualifier tout le monde d'être étranger ou... Non, pas ça. Ce discours, non, c'est vrai que non, pas ce côté-là. Le côté
qui consistait à dire que voilà, la mère patrie, c'est notre héritage commun. Nous sommes tous responsables de ce qui lui arrive, quel que soit le niveau sur lequel on se trouve, sur l'échelle sociale. Nous avons tous une part de responsabilité, aussi infime soit-elle, à ce qui arrive à la mère patrie. C'est vrai, moi je suis d'accord avec ça. Maintenant, pour que les choses changent, il faut que nous prenions tous conscience. Pour prendre conscience, il faut que nous soyons informés. Pour être informés, il faut faire un travail. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce discours. Maintenant, nous devons changer de mentalité. Il convient maintenant de prendre des mesures qui feront que, oui, effectivement, le peuple congolais se rende compte que nous avons au centre de nos préoccupations son bien-être et l'essor de la patrie. Oui, voilà, tout ça, je suis d'accord avec ça. Il faut faire un travail et ce travail, nous le faisons. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans la Pareco, les femmes et les hommes capables, ils sont là, ils existent. Cette relève, elle est là. Mais vous avez un homme qui est en train de mettre tout ça de côté et qui veut rester au devant de la scène. Moi, ce que j'aurais à lui proposer, si je pouvais me permettre, d'ailleurs, si j'étais encore dans la Pareco, je l'aurais fait, c'est de se mettre à l'écart. De se mettre à l'écart et de favoriser cette jeunesse qui est dans la Pareco, de favoriser cette relève, de favoriser ces hommes et ces femmes compétents qui ont vraiment, vous savez, j'avais assisté un jour à une réunion de la Pareco, pendant que j'étais dans la Pareco. Pendant toute la réunion, alors que j'étais le président régional Europe, le responsable de la Pareco pour toute l'Europe, je n'ai rien dit pendant toute la réunion, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'étais estomaqué, mais agréablement, par la capacité des hommes et des femmes qui étaient là en train de tenir un discours pour le Congo et qui étaient en train de développer, qui argumentaient. Et j'étais là, je me disais, waouh! Voilà, les hommes qui demain, les femmes qui demain pourront diriger le Congo. Et c'était déjà dans la Pareco. J'ai quitté la Pareco, j'ai commencé à suivre d'autres, à me rapprocher d'autres structures, d'autres compatriotes. Et j'ai la même agréable surprise. Je me dis, voilà, les compétences, elles sont là. Aussi bien dans la Pareco, aussi bien que dans les autres structures de combattants. Maintenant, moi, je me bats pour que, justement, cette jeunesse, cette nouvelle classe politique, ces nouvelles élites brillent. Qu'elles soient remarquées par le peuple congolais, qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles s'assument. Et tous ces anciens leaders de la Pareco, notre papa Etienne Tshisekedi et eux doivent justement accompagner cette dynamique. Dans la classe politique congolaise, c'est comme si il y a ces virus-là qui veut que cette nouvelle génération doit réellement se prendre en charge et laisser un peu ces histoires de leadership un peu vieillots à côté, embrasser un autre chemin pour une véritable libération à la BC pour les pédales. Tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que nous disons non, 3 fois non dans l'Isanga au culte de la personnalité. Vous avez remarqué une chose, nous n'avons pas de président dans l'Isanga. Nous avons un secrétaire général, votre serviteur. Mon rôle consiste uniquement à faire que les uns et les autres ne s'écartent pas de la vision globale. Mais chacun prend des initiatives, chacun prend ses responsabilités, chacun s'assume pour briller dans son domaine de compétences et la structure, elle est au service de chaque individu dans l'Isanga. Maintenant, il est clair, ce que nous voulons, c'est d'être avec toutes les autres structures ensemble pour incarner un leadership collectif et non un leadership solo basé sur le culte de la personnalité comme nous le voyons dans d'autres structures. Pourquoi ce leadership d'équipe? Mais pour des ambitions collectives. Parce que dans les structures, nous avons les compétences qui sont là. Nous savons que tous ne pourront pas être ministres, tous ne pourront pas être président de la République, tous ne pourront pas être députés, mais chacun exercera demain en République démocratique du Congo le don que Dieu a mis en lui pour que le pays avance, pour l'aura du Congo. Et nous pensons que c'est comme cela, à tous les niveaux de la vie sociétale, que l'on peut diriger une nation. J'ai une dernière question, répondez-nous franchement, le peuple nous regarde, tout le monde nous regarde. Monsieur Bella, par rapport à tous ces combats, si jamais, pour qu'on arrive au résultat, il faut que vous sacrifiez votre vie pour que le Congo puisse accéder à ces bien-être, serez-vous prêt à le faire? Oui. Je dis, vous savez, nous devons avoir le culte du résultat sur le long terme. Nous nous battons aujourd'hui, mais ça se trouve que le combat que nous verrons clair, pour parler un peu, utiliser le langage populaire, que dans 20 ans, dans 30 ans, mais nous dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, peut-être nous ne serons plus là. Mais ce seront nos enfants qui vont bénéficier du travail que nous avons accompli. Donc faire le don de soi. Si pour que demain les choses
change au Congo, je dois faire le don de ma personne, sacrifier ma propre vie pour que les autres puissent vivre et vivre ce pourquoi moi je me suis battu. Ben, vous savez, c'est l'exemple de Martin Luther King. Oligui Beka. Voilà. Merci beaucoup.